TV et vous êtes sur Question Directe. Merci d'être avec nous. Nous avons aujourd'hui comme invité dans cette émission Dr Boubacar Mbodj. Boubacar Mbodj est expert en énergie et environnement, ancien ministre conseiller du président de la République Macky Sall concernant ces questions essentielles. Monsieur Boubacar Mbodj, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité au Sénégal, c'est la vision 2050 et la loi de finances 2024 qui est en train d'examiner à l'Assemblée nationale. Quelle est pour vous la cohérence entre les ambitions de la vision 2050 et les orientations de la loi de finances initiale pour 2024? Merci Alassane. Permettez-moi de vous remercier d'abord d'avoir bien voulu m'inviter à cette émission. C'est mon premier passage ici et donc je voudrais m'en réjouir. Effectivement, après plusieurs soubresauts, notre pays est entré dans la phase finale de l'année avec la mobilisation du Parlement pour voter un peu la loi de finances, le budget, et puis aussi les orientations qui en seront issues. Alors, ce que l'on pourrait dire d'ores et déjà, c'est que quand on lit le budget et les prévisions budgétaires, on retombe toujours sur la même contrainte que le Sénégal a, c'est-à-dire la rareté des ressources. Le fait que par rapport à nos besoins, notre économie ne produit pas encore assez de richesses qui nous permettent d'être beaucoup plus indépendants par rapport à nos orientations politiques, économiques et autres. Ce qui fait que les différents gouvernements jouent sur ces contraintes-là, qui déterminent en fait la répartition du budget, le fait qu'il y a certains secteurs qui auraient pu être dotés davantage, mais qui ne le sont pas, et aussi la contrainte de la dette, qui a apporté un grand débat dans notre pays. Et donc je crois que la situation n'a pas globalement changé par rapport au gouvernement passé, depuis 2012 jusqu'à maintenant. Si vous prenez le budget, vous regardez les recettes internes qui sont mobilisables, vous soustrayez un peu, disons, le traitement des fonctionnaires et des charges de l'État, bon, quasiment il ne vous reste plus pour investir. Et si on lit le budget, certains journalistes disent que les nouvelles autorités veulent beaucoup miser sur l'épargne intérieure, miser aussi sur les taxes intérieures, élargir l'assiette fiscale pour que chaque Sénégalais puisse participer à l'effort de guerre, comme disent-ils. C'est très louable et très souhaitable. Par contre, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand on dit mobiliser l'épargne interne, déjà, les Sénégalais ne sont pas de grands épargnants. Dans certains pays, ils ont créé des outils, le livret A par exemple en France, qui permet aux ménages et aux retraités d'épargner et cet argent peut être utilisé à des fins économiques. Ce n'est pas tellement le cas ici. Le niveau d'épargne est très faible, dû aussi à la situation économique et à la prospérité qu'il y a dans notre pays. Donc ce qui reste, c'est un peu les prélèvements que l'État fait sur l'activité économique. Et là, pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant? Il importe de se méfier de la situation où la perception des investisseurs et des acteurs serait qu'il y a une trop forte pression fiscale sur leur activité. Ça, c'est quand même une préoccupation que nous vivons dans le secteur oil and gas que je maîtrise un peu plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'élargir l'assiette fiscale à des Sénégalais, qui ne payent pas les impôts, qui sont dans l'informel, qui peuvent participer? Bien sûr. Non, ça, il n'y a pas de souci. Les fonctionnaires des impôts et domaines doivent toujours faire en sorte d'intégrer dans leur assiette des activités ou des personnes qui sont dehors pour effectivement collecter le maximum d'argent. Ça doit s'accompagner aussi, à mon sens, d'une fiscalité différenciée. On a vu dans certains pays, je vous donne l'exemple de la patente pour les véhicules. Ça a été inventé lors des 30 Glorieuses en France. Et comment c'est advenu quand le gouvernement a vu que la classe moyenne commençait à avoir beaucoup d'épargne et s'équiper en voiture automobile, ils ont pensé que c'était une niche sur laquelle il fallait prélever de l'argent. Dans le contexte de notre pays, ce que nous constatons ici, particulièrement à Dakar, lié à la question du logement, c'est justement, disons, l'immobilier.
L'immobilier, par exemple, est un secteur, à mon avis, qui mériterait d'être étudié davantage. Pour voir d'abord, en tout cas pour le logement de luxe, comment le freiner, l'inflation qu'il y a à ce niveau, le coût des logements à Dakar. Je viens de lire tout à l'heure un article de Jeune Afrique. Dakar est 12e dans les villes les plus attractives d'Afrique. Et quand on regarde à l'intérieur, on voit que, bon, c'est vrai que côté infrastructure, nous sommes assez bien dotés, mais cette affaire de logement et du secteur immobilier en particulier est un secteur, à mon avis, où peut-être il devrait y avoir une fiscalité particulière. Hein? D'abord, pour pousser les gens à quitter un peu le secteur du logement de luxe pour le logement social, puisque c'est la majorité de nos compatriotes qui ont cette difficulté-là. Et puis ensuite aussi, à mon avis, l'équilibre économique des différents secteurs et moteurs de croissance devrait amener effectivement à chercher cet équilibre-là. Mais je pense qu'en plus de ces questions, il y a la question de l'informel, qui est un vieux secteur qui a toujours posé des problèmes, mais qui occupe quasiment 60% de la population active au Sénégal. Et ça, c'est un problème qui est posé et qui n'est pas encore résolu. Comment amener ces gens-là à se formaliser et que l'État puisse effectivement prélever une certaine quantité du fruit de leur activité pour financer les infrastructures de développement, les routes et ce qui s'ensuit. Et je pense que quand on lit le document de vision 2050 qui a été élaboré par les nouvelles autorités, la question de l'emploi des jeunes est alliée avec cette question-là. Parce que l'essentiel de ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont dans l'informel. Ce sont eux qui sont les moins lotis en matière d'emploi, mais pour l'essentiel, dans leur écrasante majorité, ils sont dans le secteur informel. Donc les projets et programmes qui sont en cours, qui ont été déjà mis, on a vu par exemple le programme Réundaouni qui a eu un résultat mitigé, il faut le dire, où l'État a mis 400 milliards. Je n'entrerai pas dans les détails, mais les résultats escomptés n'ont pas été là. Donc moi, à mon avis, ces contraintes-là de notre économie, les projets en cours d'industrialisation, mais aussi le pétrole et le gaz et tous les autres secteurs d'activité, l'industrialisation, la difficulté ici, c'est que notre économie ne produit pas assez de richesses pour le moment. Et donc, voilà. Et l'inflation est galopante. Voilà. Quel est l'impact de cette inflation sur les ménages? Mais justement, on écoute les radios et les télés, les gens se plaignent parce que, à cause du renchérissement de la vie, ce que vous pouviez acheter il y a 2 ans, 3 ans avec 10 000 francs, vous prenez l'exemple de la viande, qui a connu une augmentation en flèche, le poisson c'est pareil, ainsi de suite, même les produits locaux, puisque les acteurs locaux qui détiennent des ressources locales, ils essaient aussi de s'aligner sur les autres produits dont ils ont besoin. Si le pêcheur va en mer et qu'il tire 30 000 francs, le fruit de cette vente, il va l'utiliser pour acheter du riz, acheter de l'huile. Et quand ces denrées-là augmentent, lui aussi, il va augmenter ses prix. C'est un effet automatique de cause à effet. Et donc, l'inflation est là, c'est des questions importantes. Et c'est l'occasion de dire, et je viens en parler beaucoup dans la deuxième partie, que nous devons considérer ces choses-là et voir quelle impulsion on va donner à notre économie. Partant du constat que j'ai fait tout à l'heure, que notre économie n'est pas assez productive. Mais pourquoi? Mais parce que, déjà, si vous prenez l'agriculture, qui occupe presque 60% de notre population, notre agriculture est restée la même. Il n'y a pas eu de bond qualitatif en matière d'équipement, en matière donc de diversification, mais aussi en matière de productivité. On n'a pas beaucoup évolué de ce point de vue-là. Et c'est à voir avec le débat qu'il y a entre l'agriculture familiale et l'agrobusiness. Je crois qu'il y a un équilibre à faire, des efforts à faire pour que les denrées dont on a besoin, quand même qu'on puisse les produire ici, y compris avec l'agrobusiness. Mais quel est le rôle que le secteur privé sénégalais doit jouer justement dans cette production? Mais je reviens au bâtiment. Nos compatriotes aiment beaucoup le bâtiment. Et c'est parce que c'est très rémunérateur. Et c'est pourquoi je disais qu'il faut peut-être décourager ce secteur-là pour pousser les acteurs à aller vers d'autres activités, d'autres secteurs d'activité. Nos compatriotes aiment bien le bâtiment parce que, bon, vous construisez un R+13 ou un R+12 à Dakar,
Mais je vous assure, bon, vous employerez au maximum 2 ou 3 personnes. Hein, si c'est des logements familiaux, donc juste les parties communes. Pour tout le reste, il n'y a pas d'emploi qui est créé, alors que vous pouvez facilement dépenser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Alors, vous prenez d'autres secteurs d'activité, tels que l'agriculture, 1,2 milliard comme investissement, ça peut faire beaucoup de choses. Et à mon avis, nous n'avons pas assez exploité les potentialités que nous avons. Lesquelles? Dans la vallée. Hein, j'y reviendrai à la fin, puisque je me propose de vous entretenir un peu sur la situation de la vallée, notamment de ce programme qui est en gestation de la Banque mondiale, qui s'appelle Programme de résilience et de développement communautaire Vallée du fleuve Sénégal. C'est en cours. Donc je vais y venir. Mais si nous prenons la vallée, effectivement, nous n'avons pas encore, malgré les efforts des différents gouvernements, depuis Abdoulaye Wade, on a vu le programme REVA, Gouana, ainsi de suite. Malgré ça, nous ne sommes pas encore arrivés à maîtriser, disons, cette production-là, et même à produire jusqu'à mettre dans des silos. Parce que ce que nous recherchons, nous devons rechercher, et justement à cause des aléas climatiques, c'est que quand les conditions sont favorables, que nous puissions produire au point de mettre des réserves dans les silos. D'ailleurs, il y a un grand économiste qui dit que, bon, voilà, l'industrialisation commence quand les réserves qu'il y a dans l'agriculture, en fait, demandent à être transformées. Et justement, c'est allié avec cette activité de transformation des produits agricoles. Donc, au niveau de l'agriculture, nous ne sommes pas au point. Même pour le mil, nous n'avons pas encore des réserves au point de dire, ben écoute, s'il n'y avait pas de pluie ou si l'hivernage prochain n'était pas bien, qu'on puisse traverser quand même. Nous ne pouvons pas le faire, même pour le niébé et autres. Alors, au niveau de l'horticulture, nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a eu des bons en matière de production. Donc ça, c'est au niveau, disons, de l'agriculture. Nous avons encore ces problèmes-là de pouvoir arrêter d'importer du lait, d'importer des oignons parfois, d'importer du blé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au niveau de l'agriculture, on a ces différentes contraintes. Notre agriculture n'est pas encore arrivée à ce stade-là. Alors, donc vous prenez ensuite les services. Les moteurs de croissance, il y a l'agriculture, il y a les services. Mais les services sont au top niveau. Hein. Ce sont eux qui arrivent. Qui entraînent. Voilà, très bien. Alors, au niveau des services, il faut dire que le Sénégal s'est assez modernisé. Nous avons un certain nombre d'infrastructures depuis des années, en télécom, au niveau des routes, le pays est assez bien désenclavé avec l'ancien gouvernement. Donc de ce point de vue-là, au niveau des services, quand même, on peut dire que ça va. Mais il faut rattraper. Il ne faut pas que notre croissance, il faut inverser donc, la tendance, que nous puissions arriver à ce que le premier moteur de croissance soit l'industrie ou soit l'agriculture. Mais le Sénégal a commencé à exploiter son gaz et son pétrole. Oui. Surtout le pétrole a commencé à être vendu sur le marché international. Oui, oui, tout à fait. Mais vous avez vu les chiffres qui sont avancés. C'est peanuts. Enfin, c'est pas beaucoup. 2025, on attend à peu près 73 et quelques milliards de dollars de francs CFA. Monter en puissance. Oui, ça va monter jusqu'à 155. Mais je veux dire que là également, peut-être que nous avons un peu raté, disons, la communication vis-à-vis de nos compatriotes parce que les attentes sont immenses. Les populations pensent que, puisqu'il y a le pétrole, tout de suite, le prix de l'électricité doit baisser. Tout de suite, voilà, ce devrait être l'Eldorado, et puis l'économie irait très bien au point que nos difficultés actuelles vont être surmontées. Ce n'est pas vraiment le cas. Et je disais qu'en matière de communication, peut-être que, bon, on n'a pas peut-être assez insisté sur le fait que la chose la plus importante pour le pétrole et le gaz, dont la nature nous a dotés, c'est moins les sommes d'argent que nous allons retirer du partage du profit oil que ce que le pétrole et le gaz pourraient nous permettre de faire. En termes de chaîne de valeur. En termes de chaîne de valeur. Bon, on a déjà parlé de la production d'électricité. L'électricité coûte cher au Sénégal. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde en convient. Pour d'abord les ménages. Mais le ministre du pétrole a annoncé bientôt la baisse du prix de l'électricité. Oui, oui, mais ça, je crois que le ministre ne peut parler que comme ça. Puisque, en fait, cette baisse est attendue. Pour quelle raison? Avec la possibilité que le programme Gaz to Power de Sénélec, consistant à transformer son outil de production pour utiliser le gaz, qui est le combustible le moins cher, hein, après le charbon. Il y a en bas le charbon, après c'est le gaz, et puis vient le reste. Alors, donc, le ministre dit ça parce que, effectivement, il y a quand même un temps de latence. Il faut que Sénélec soit prêt.
et que son outil de production soit effectivement prêt à accueillir le gaz. Mais deuxièmement, avec le projet GTA comme Sagobar, nous avons des retards. Nous avons des retards parce que le gaz, il faut l'acheminer. Il faut l'acheminer des plateformes vers la terre. Alors, et donc, c'est pourquoi le réseau gaz Sénégal a été mis en place pour pouvoir donc évacuer le gaz. Mais ces projets sont en retard, il faut le dire, pour plusieurs raisons, hein, dont une raison objective qui a été la Covid, qui a handicapé tout le monde, même la production, même les coûts pétroliers dont on parle aujourd'hui. Il faut voir aussi la main de la Covid là-dedans, parce qu'à un moment donné, l'activité avait arrêté. Et quand vous avez un projet de ce genre et que vous arrêtez les travaux, évidemment, ça correspond à des coûts, à des pertes. Il y a aussi la question qui a été posée concernant la révision des contrats. Voilà, mais avant de ça, pour venir finir avec l'électricité, donc il y a ces deux obstacles-là. Il y a ces deux obstacles. Il faut que le gaz soit à terre, qu'on puisse l'utiliser pour produire de l'électricité. Et les bénéfices attendus sont effectivement liés à la question dont nous avons discuté. C'est avoir une énergie de production pour l'industrie qui est très, très abordable comparativement à d'autres pays, de pouvoir attirer en fait des industriels qui s'installent dans notre pays, soit pour transformer en fait les produits de l'agriculture, ou bien pour produire des biens de consommation, la manufacture. Parce que la manufacture, en réalité, c'est elle. Vous voyez le nombre de jeunes qu'il y a à Dakar. Quand vous traversez Dakar entre 9h et midi, 13h, vous êtes impressionné par le nombre de jeunes qu'il y a dans la rue. Alors, je donne l'exemple d'une entreprise, une manufacture qui est ici à Diamniadio, qui fait du fer à béton, juste sur 2 hectares. 500 personnes permanentes. 500 personnes permanentes. Donc, comme je le disais, cette politique d'industrialisation ou d'amorce d'industrialisation, en réalité, est pour l'essentiel la clé à la résorption de ce chômage-là. Et donc, comme je disais, les problèmes sont là posés. Le ministre, ce qu'il a dit, c'est en perspective. Il faut le prendre comme une perspective. Ça ne peut pas arriver maintenant. Et je crois que la subvention, si les cours du pétrole continuent de monter, la subvention tarifaire va continuer. Puisqu'en réalité, les chiffres que la Banque mondiale a donnés, 800 milliards entre 2020, 2021, 2022 et 2023, ces 800 milliards correspondent au gap du prix réel que devait coûter l'énergie et du fait qu'on a bloqué les prix pour soulager les ménages, pour soutenir notre économie. Quand vous faites la différence, sur ces 3 ans-là, ça vous donne 300 milliards. Et ça risque de continuer peut-être pendant 1-2 ans. Une année, 2 ans. Il y a quand même le débat qui est posé par rapport à la renégociation des contrats. Oui, tout à fait. Alors, là également, en tout cas personnellement, pour avoir participé d'une part à l'élaboration des textes qui régissent, les textes réglementaires et législatifs qui régissent le secteur oil et gaz, et pour avoir accompagné aussi pendant 10 ans l'ancien président en tant que conseiller en énergie, ce que je puis dire, c'est qu'il importe que nous ayons une démarche prudente. Une démarche prudente parce que l'industrie du pétrole et du gaz a ses réalités. C'est une industrie qui a été quasiment depuis le 19e siècle, qui joue un rôle central dans l'économie et sur lequel nous n'avons pas trop d'emprise, mais qui a ses façons de faire et qui a aussi ses règles de fonctionnement. C'est une industrie qui est très capitalistique. On parle de 5 milliards de dollars, un peu presque à peu près pour les 2 champs, GTA pour la phase 1 et puis aussi Sangomar. Donc c'est beaucoup d'argent. Et donc, comme nous venons d'entrer dans cette sphère-là, dans ce monde du oil and gas, d'abord notre production elle est très petite, comparée à d'autres pays. Aujourd'hui, les mastodontes en Afrique, c'est l'Algérie, c'est le Nigeria, et puis ensuite l'Égypte, ainsi de suite, etc. Nous, on est à 100 000 barils du jour. Je donne l'exemple de l'Angola qui est à 1 million de barils par jour. Le Nigeria, un tout petit peu plus. Alors, donc, nos marges de manœuvre sont très faibles. Alors, il y a 2 choses dont il faut se départir. La précipitation, il ne faut pas se précipiter. L'industrie, les temps de maturation dans l'industrie sont en général très longs, en particulier dans le oil and gas. On vient de commencer, le premier baril a été extrait au mois de mai ou au mois de juin. Il ne faudrait pas que dans ce secteur-là, qu'on ait l'impression que, on fait face déjà à des conflits. Ça, il faudrait éviter ça. Alors, pourquoi il faut éviter ça? Parce que
la façon dont fonctionnent l'industrie du pétrole et du gaz fait que quand les opérateurs investissent autant d'argent à leurs risques et périls et qu'ils trouvent quelque chose, mais c'est normal qu'ils puissent amortir leur investissement. Ça, c'est la loi du capitalisme, c'est la loi de tous les investisseurs. Quand ils investissent de l'argent et que la production commence à être là, mais ils commencent à amortir leur coût. Alors, donc, ces amortissements-là sont calculés. Il y a un modèle qui a été mis en place. Mais il importe de dire à nos compatriotes que ces contrats ont été signés sous le code de 98. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et dans le code de 98, comme on n'avait encore rien découvert, alors c'est un code où les exonérations fiscales traversent quasiment le code de bout en bout. Depuis les activités d'exploration jusqu'à la production, beaucoup de choses ont été, puisque c'est des CRPP, c'est des contrats de recherche et de partage de production. Donc, comme il n'y avait rien au départ, donc le code a été conçu de façon à attraire donc, les investisseurs, mais les premiers qui ont eu la chance de trouver quelque chose, évidemment, ils continuent avec ce code-là. Mais du moment qu'on a trouvé quelque chose, il est quand même possible de renégocier. Oui, d'accord. En 2019, on a revu le code pour l'améliorer et pour que ce soit encore beaucoup plus favorable donc, à notre pays. Alors, mais déjà, je cite l'ancien directeur de Petrosen, Mamadou Faye, qui dit que déjà le code de 2019 est prêt pour être revu, pour changer un certain nombre de choses. Et c'est dynamique, c'est comme ça, puisque les choses ne sont pas figées. Non seulement il y a les données intrinsèques du code, mais il y a aussi la situation sous-régionale. Il faut qu'on regarde aussi ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est en rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure. Les contrats pétroliers et puis les coûts pétroliers. Alors, les contrats pétroliers, les contrats ont été signés. Moi, à mon avis, s'il y a en tout cas une opinion que je peux donner là-dessus, c'est qu'il faut d'abord se départir du fait que les gens ou le gouvernement passé n'a pas négocié, n'a pas très bien négocié ces contrats. Ces contrats sont une émanation des codes pétroliers dont je venais de parler, qui sont des codes de pays nouvellement entrés dans le monde pétrolier et qui ne pouvaient pas être très très favorables à l'État du Sénégal. Ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième point, c'est qu'il nous faut faire attention puisque le Sénégal est un pays de droit. Nous sommes en plein dans l'économie mondiale. Il y a beaucoup de gens de multinationales qui sont ici. Alors, il faut éviter le fait que, comme je le disais encore une fois, les investisseurs aient l'impression qu'il y a une insécurité de l'investissement au Sénégal. Ça, quand même, il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça. Et ça passe par des attitudes et des pratiques. Je commence d'abord par la presse, excusez-moi. Oui. Mais parfois, tu vois des manchettes, la façon dont ils présentent les difficultés qu'il y a dans le secteur. Dit-on, la presse est le premier acteur économique d'un pays. Parce que la presse, tout le temps, elle est du pays, elle cherche le développement du pays aussi que le gouvernement, les citoyens. Et donc, la presse se débrouille tout le temps pour avoir un angle d'attaque relativement à ces questions-là qui ne frustre pas l'autre. Mais souvent, on voit des manchettes où on a l'impression que, on traite les acteurs quasiment de magouilleurs, voilà. Donc ça, déjà, il faut sortir de ça. Il faut traiter les opérateurs comme nos partenaires. Il faut plus de responsabilité. Beaucoup plus de responsabilité. Je ne veux pas citer, mais il y a un journal de la place, d'abord, qui seul a l'exclusivité de ces informations. Et d'ailleurs, au niveau gouvernemental, je rappelle qu'il y a eu tout le temps des problèmes, tout le temps des négociations. Mais ce n'est pas toutes les informations économiques qu'on met sur la place publique. Ça, quand même, l'intelligence économique minimum, vous le direz. Vous ne pouvez pas exposer sur la place publique, enfin, des choses qui ne sont pas... Je donne l'exemple, par exemple, des coûts pétroliers. Alors, quand on sort la production, on regarde d'abord les royalties, c'est-à-dire que les choses qui sont dues au fait qu'on vient exploiter la ressource d'un pays qui est le Sénégal. Si on fait cela, après, il y a les coûts pétroliers. C'est ce que l'opérateur a utilisé pour extraire, en fait, l'ensemble des opérations et des coûts qui ont servi à extraire le produit. Alors, si on enlève ça maintenant, après c'est le reste
qui s'appelle le profit oil, Oui. qui est divisé selon, disons, certains pourcentages. Alors, donc vous voyez que si le cost oil augmente, bien évidemment, le profit oil va être minime. Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, l'État a intérêt, et ça, dans le contrat, l'État peut à tout moment demander des audits. À tout moment. Sur n'importe quel segment. Que ce soit voilà, au niveau de la transformation, au niveau de l'extraction du truc, au niveau des quantités extraites, etc. L'État à tout moment peut faire. Et c'est le président Macky Sall, si vous vous rappelez très bien, 4 mois avant son départ, qui est parti en Mauritanie pour déclencher cet audit des coûts pétroliers. Et ça, je voudrais aussi dire que dans tous les pays où il y a les opérateurs, c'est objet de controverse. Parce que vous voyez que la répartition des bénéfices tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz dépend de ces coûts pétroliers. Et donc, voilà, c'est important. Donc, il faut qu'on sache que nous devons prendre ces choses-là avec beaucoup de... évidemment, en se battant tout le temps pour défendre les intérêts nationaux, en se battant tout le temps pour augmenter la part du Sénégal, mais nous devons tenir compte des réalités. Alors, tenir compte des réalités, c'est que ces contrats n'ont pas été signés ici d'ailleurs. Hein. Pour certains, ils sont signés à Londres, pour d'autres, ils sont signés à Paris. Nous avons eu l'expérience du minerai de la Falémé. Vous vous rappelez, Souad? Bien sûr. Hein? On avait un contrat avec Kumba Ressources. Bon, on a dénoncé le contrat d'une certaine manière et on a été obligé de dédommager Kumba Ressources. Et en dépit de cela, le projet a été donné à ArcelorMittal, qui n'a d'ailleurs rien fait jusqu'à ce jour. Oui. Alors, donc voilà, donc c'est cette responsabilité-là à quoi on appelle aux autorités actuelles de pouvoir faire preuve de sérénité, de sang-froid et de regarder les meilleures pratiques. Alors, les gens qui s'occupent des contrats pétroliers, ils vous disent que quand vous avez un opérateur devant vous, vous êtes marié pour 30 ans, 25 ans. Donc, même quand vous négociez avec lui, vous avez l'obligation de prendre en compte ses intérêts. Parce que nous commençons, nous avons encore des puits en réserve qui ne sont pas explorés. Alors, si déjà, au démarrage, les conflits sont là autour de nous, bon, ce n'est pas très encourageant pour que d'autres viennent s'intéresser aux autres blocs qui existent au Sénégal. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment, Dr Boubacar Mbodj. Je rappelle que vous êtes expert en énergie et environnement, ancien conseiller du président de la République. Que nous parlions de l'actualité économique, surtout au Sénégal, parler du budget de la LFI 2024, parler aussi du pétrole et du gaz, la croissance au Sénégal, la vision 2025. C'est des questions essentielles sur lesquelles nous aurons peut-être d'autres moments à revenir pour aller beaucoup en profondeur. Merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.